Et pour reprendre les mots de la célèbre Tate McRae, With the windows rolled down, boy don't make me choose. I think you know what this is. I think you wanna, No, you ain't got no misses. Oh, but you got a sports car. Aujourd'hui, on parle du sports car driver par excellence dans Fan Club, j'ai nommé Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, très grand pilote anglais de F1, 7 fois champion du monde en 2008, 2014, 2015, 2016, 2017. Ah non, pas 2016. L'erreur. 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020. Il a commencé sa carrière à McLaren. Il est resté là-bas pendant 6 ans. Et ensuite, il a changé pour rejoindre Mercedes, où il est resté pendant 12 ans et a créé la collaboration écurie-pilote la plus connue, célèbre et iconique de l'histoire de la F1 sans doute. Et cette année, il rejoint Ferrari à Monza. Et on parle beaucoup de lui en ce moment parce que il change d'écurie déjà à 40 ans en plus. Et donc beaucoup prédisaient le fait que ce soit la fin de sa carrière. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il change d'écurie pour viser encore un nouveau titre de champion du monde pour tenter de battre le record qu'il possède à égalité avec Schumacher. Donc pourquoi je fais ce podcast? Eh bien tout simplement parce que la nouvelle saison de Drive to Survive vient de sortir, mais surtout la saison 2025 de F1 commence ce week-end avec le premier Grand Prix au circuit d'Albert Park en Australie. Et ce dont on va parler, c'est du fait que Lewis Hamilton, c'est l'une des plus grandes légendes de la F1, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer avec quelques grandes raisons dans cet épisode. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bam. La première chose, c'est que bien sûr, il a marqué la F1 par toutes ses victoires et tous ses records. Je viens de le dire, il a été 7 fois champion du monde de F1, il a égalité avec Schumacher pour l'instant, et il vise le 8e titre cette saison avec Ferrari. Mais s'il ne l'obtient pas, il a quand même plein d'autres records. Il a le record de pole position, donc c'est-à-dire le nombre de fois où il s'est qualifié en première place pour commencer la course. Il en a 104. Il a également le record de podium avec 202 podiums, 105 victoires, qui est aussi un autre record. Et il a aussi le record de nombre de courses terminées dans les points, donc ça veut dire de nombre de courses dans le top 10. Il a également le record de nombre de points accumulés au total dans sa carrière. Après, le gars, il a 40 piges, donc forcément, ça fait 18 ans, il court. Donc, ouais, normal qu'il a le record de points, en fait. Il a également remporté le plus de victoires sur différents circuits, c'est-à-dire qu'il a gagné sur 31 circuits différents. Et pour revenir au fait qu'il a 40 ans, il a également le record de personne la plus vieille ayant remporté une course à 39 ans et 203 jours. Et du coup, il a aussi le record du plus grand écart entre la première victoire et la dernière victoire d'un pilote, qui est de 17 ans. C'est énorme. Sinon, à part ça, bien sûr, je l'ai évoqué aussi en introduction, Lewis Hamilton, il est très connu et il a marqué la F1 aussi parce que il a collaboré pendant 12 ans avec Mercedes et c'est sans doute la relation pilote-écurie la plus iconique et la plus connue et la plus respectée de l'histoire de la Formule 1. Ensemble, ils ont gagné 6 titres de champion du monde pilote, donc 4 consécutifs, et surtout, ils ont remporté 8 titres de champion du monde constructeur pour Mercedes, ce qui est vraiment énorme de gagner 8 titres en 12 ans. Enfin, voilà quoi. Genre, ça veut dire 2 tiers des saisons qu'ils ont fait, ils ont gagné un titre de constructeur, quoi. Voilà. Mais c'est pas tant pour ses résultats. Enfin, bien sûr qu'ils sont connus pour ses résultats, mais ils sont aussi connus pour avoir un peu révolutionné ce petit monde de la Formule 1. Cette collaboration, on dit souvent qu'elle est fusionnelle. Parce que, d'abord, Lewis, c'était pas qu'un simple pilote. Parce que, forcément, quand tu restes
un petit moment dans une écurie, tu commences à prendre part à la prise de décision et notamment à la conception des voitures. Et Lewis a toujours été le numéro un du binôme des Mercedes. Donc, en fait, les monoplaces, elles étaient construites en fonction de ses besoins, de ce qu'il aimait, et au détriment de son copilote, enfin, au détriment de la personne avec qui il était, quoi, de son binôme. D'ailleurs, la nouvelle W16, la nouvelle monoplace de Mercedes qui a été présentée récemment, elle est inspirée par Lewis Hamilton. Il a participé à la conception de la voiture grâce à ses retours et il va même pas s'en servir, il va même pas la conduire. Et d'ailleurs, c'est peut-être un danger en vrai pour lui parce que quand tu genre prends du recul, le gars il va conduire et il va piloter contre genre une voiture qu'il a lui-même construite et qui est censée être parfaite pour lui. Je trouve ça un peu dangereux, mais ok. Bien sûr, au-delà de ça, Hamilton, il a aussi transformé l'équipe de Mercedes en apportant plus de valeur, d'inclusivité et d'engagement. Le premier petit truc un peu marrant, c'est que euh, pour montrer leur engagement et soutenir le mouvement Black Lives Matter en 2020, il a demandé à ce que les voitures soient teintées en livret noir. Et c'était un choix symbolique de base. Mais en fait, c'est devenu un choix stratégique parce que ça a permis de réduire le poids de la voiture et donc d'aller plus vite. Et c'est comme ça qu'il a gagné son 7e titre de champion du monde. Ha. Bien sûr, c'est aussi sous l'impulsion de Lewis Hamilton que l'écurie elle a adopté des initiatives qui ont permis de diversifier leurs effectifs. Et Toto Wolff, qui est donc le directeur de l'équipe Mercedes, il a d'ailleurs dit que pour lui, ils étaient plus forts grâce à ces changements parce que ça permettait de varier et diversifier l'équipe et d'avoir une meilleure, enfin une plus grande valeur de bienveillance. Et que c'est grâce à Lewis parce qu'il a joué un rôle crucial dans ce changement pendant toutes ces années. Donc en vrai, il a vraiment redéfini l'image de Mercedes. Euh, il l'a modernisé pour essayer de... Enfin, en vrai, il a... Parce que la F1, c'est un peu un sport de riches et il a un peu apporté un élément de sentiment que c'est atteignable et que... et Mercedes se sont exprimés en fin de saison dernière pour dire que eux, ils étaient à jamais reconnaissants pour tout ce que Lewis Hamilton a pu apporter à Mercedes et qu'ils allaient perpétuer l'héritage qu'il a donné et ses valeurs qu'il a apportées à Mercedes. Mais Toto Wolff, cette année, il y a eu un dérapage, sans mauvais jeu de mots, parce qu'on fait de la F1, donc dérapage, vous avez compris. Il a dit que c'était une bonne chose pour eux que Lewis parte de lui-même, car ça leur évitait de devoir virer le meilleur coureur de l'histoire de la F1. Parce qu'il est vieux, genre. Et il a ajouté que tout le monde avait une shelf life. Donc en gros, une shelf life, enfin, ce qu'il veut dire par là, c'est que, en gros, il a dit tout le monde a une date de péremption, donc en gros, il devient trop vieux, donc voilà. Et Lewis, il a répondu: Je suis le premier pilote noir qui n'a jamais été dans ce sport. Je suis faite différemment. J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai fait mon propre chemin. Et tu peux pas me comparer à n'importe quel autre pilote de 40 ans, présent ou passé, parce qu'ils sont pas comme moi. J'ai faim, je suis déterminée, je n'ai pas de femme, pas d'enfant, j'ai un seul objectif et c'est de gagner. Et c'est ma priorité numéro 1. Pardon, mais Slay en fait la réponse. Genre, je suis désolée, mais c'est tellement. Slay, je suis complètement d'accord avec lui. Peut-être que ses propos ils peuvent paraître arrogants pour certains d'entre vous ou même le public. Personnellement, je suis d'accord avec lui. On peut pas dire que Lewis Hamilton il est en train de se réduire. Enfin, on peut pas dire ouais, tout le monde a une shelf life, là tu vas à la fin de ta carrière, alors que le gars il a fait moins de performances ces dernières années, mais est-ce que c'est véritablement à cause de lui ou bien c'est à cause de sa voiture? Parce que en réalité, Mercedes, ils ont pas fourni le matériel et les conditions nécessaires pour que Lewis Hamilton il continue de gagner. Mais en réalité, Lewis Hamilton, il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il peut. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il change d'écurie. Parce que là, Mercedes,
ils sont plus au jour. Ils ont fait plein d'erreurs d'ingénierie et ils font aussi beaucoup d'erreurs stratégiques. Alors que Ferrari, ils sont là, ils ont fait des erreurs stratégiques par le passé. 2023, c'était rude pour eux. Mais en 2024, on le voit, ils ont gagné. Je sais même plus, est-ce qu'ils ont gagné ou c'est McLaren finalement qui a gagné le constructeur? Ah, je crois que c'est McLaren. Je fais une recherche en direct. Ah, c'est McLaren. Ouais, ok, bon, ils étaient deuxième Ferrari, donc ils sont quand même meilleurs, voilà. Euh, Et malgré toutes ces erreurs, je voulais dire de base, malgré toutes les erreurs de Mercedes, Lewis, il a quand même fini, lui, quatrième du classement des pilotes en 2024. Donc oui, je pense que Hamilton, il a la gagne, il peut réellement regagner. Et je pense pas qu'il puisse être comparé à d'autres pilotes concernant son âge. Et ça, bah, comme il explique, c'est parce que depuis le début, il sait qu'il doit faire plus. Et que s'il voulait être reconnu, il allait devoir être le meilleur et battre tout le monde. Et ça, bah, comme il l'a dit, c'est parce que c'est le premier pilote noir de la F1. Oh, oh, oh. Da-da-dum, ba-da-bow. Ah. Et ça, bah, comme il l'a dit, c'est parce que c'est le premier pilote noir de la F1. Et donc, c'était le seul moyen de montrer qu'il avait la place sur le circuit, quoi. C'était de gagner. Et une fois qu'il est devenu un sportif très reconnu, bah, il s'est mis en tête d'inspirer la FIA et les écuries à changer leur méthode d'opération. Et c'est pour moi la troisième raison pour laquelle Lewis Hamilton a marqué la F1 et est une légende du sport. C'est parce qu'il a réellement changé plus que son équipe, plus que son sponsor. Il a changé un sport. Il a fait la promotion d'une fédération et d'une Formule 1 qui est riche en diversité dans son ensemble. Et ça a passé d'abord par la contribution au recrutement d'équipes d'ingénieurs qui est plus diversifiée en termes d'origine, de genre et de sexualité. Donc ça s'est fait avec Mercedes. Mais une fois qu'il y a une écurie qui le fait, ensuite, tu peux... Enfin, ça donne un premier modèle, en fait. Et Lewis Hamilton, il a tellement de pouvoir sur la FIA, donc la fédération, que il peut faire pression pour demander des clauses de diversité, de clauses d'inclusion. Et en plus de ça, il a appuyé publiquement le combat de Suzy Wolf. C'est une ancienne pilote automobile et qui tente depuis plusieurs années de faire développer les sports automobiles féminins avec son organisation Dare to be Different. Et elle est aussi présidente de la fédération F1 Academy, qui est une fédération de pilotes féminines, enfin une ligue de pilotes féminines qui roule encore en F4. Mais c'est parce qu'en fait, les athlètes féminines, elles n'ont pas l'occasion de s'entraîner sur d'autres monoplaces pour le moment. Donc, le but, c'est justement de faire développer ce sport pour qu'elles, elles puissent avoir les moyens pour piloter des F1. Et le soutien de Lewis Hamilton, il a permis de donner plus de visibilité et de légitimité pour avoir la création d'équipes, pour avoir plus d'investissement dans la ligue et donc faire évoluer le sport, quoi. Il a aussi créé deux organisations qui sont Mission 44 et Hamilton Commission pour promouvoir le sport automobile aux personnes noires et aux personnes avec un background social moins avantagé. Puisque la F1, du coup, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est pour les riches et c'est un peu, enfin, en tout cas, c'était vraiment considéré comme un sport non accessible. Enfin, comme le golf, quoi. Et, euh, et voilà. Donc, je pense qu'il a vraiment contribué à ça. Et un autre slay, c'est qu'il a porté un casque arc-en-ciel LGBT lors de certaines courses dans des pays où l'identité de genre, l'identité sexuelle, elles sont remises en question par la loi. Donc, l'illégalité d'être homosexuel, d'être transsexuel, etc. Comme au Qatar ou en Arabie Saoudite. Ça, je suis désolée. J'adore les gens comme ça. Genre, vas-y, provoque. En fait, vas-y, provoque. Et même si, je l'ai dit, lui, la retraite, c'est lointain. En vrai, la presse et le monde de la F1 en général se préparent à ce qu'il prenne sa retraite. Sauf que malheureusement, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il n'y a personne qui semble pouvoir poursuivre ce qu'il a commencé.
et donc de perpétuer un peu l'héritage qu'il va laisser. Et ça effraie certaines personnes parce que c'est vrai que, en vrai, on peut se dire, une fois qu'il va y avoir quelqu'un qui va plus être là pour se battre, est-ce que on va observer un retour en arrière? Parce qu'en fait, là, en réalité, s'il y a autant de changements, c'est parce que Lewis Hamilton, comme j'ai dit, il a tellement de pouvoir sur l'écurie dans laquelle il est, sur la FIA, il a tellement d'influence que lui, il fait tout contractuellement. C'est-à-dire que par exemple, là, dans son nouveau contrat avec Ferrari, il aurait réussi à faire promettre à l'écurie d'atteindre des objectifs d'inclusivité, de diversité dans leurs équipes pour qu'ils puissent venir. Genre, il a dit, moi, je viens, j'accepte d'être chez vous, que si vous vous engagez à faire ça, 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 ça. Donc, il met vraiment une pression. Genre, sans ça, on peut se dire que s'il n'est pas là pour faire ce genre de pression, on peut se dire que, en vrai, ça n'arriverait pas. Et du coup, ça risque de disparaître quand il prendra sa retraite. Mais bon, Inch'Allah, c'est pas maintenant. De toute façon, il a un contrat jusqu'à 2026 avec Ferrari, donc ça va, hein. Mais bon, même en dehors de ce genre d'engagement, on sait que Lewis Hamilton, il a besoin d'une écurie qui lui laisse aussi une liberté d'exprimer qui il est, de créer son image, de exprimer son opinion. Donc, on suppose aussi que dans son contrat, il a une clause de liberté euh, pour que Ferrari lui laisse faire les activités qu'il a envie de faire, genre sauter en parachute. Mais pas que, parce que c'est aussi le pilote qui est le plus entendu et écouté par le reste du monde, parce qu'il est le plus actif et le plus suivi sur les réseaux sociaux. Et en vrai, Lewis Hamilton, il est très très souvent qualifié de pop star, et je pense que c'est à très juste titre, parce que pour moi, il a popifié la Formule 1. J'invente un terme, il a popifié la Formule 1. Avant, il y avait des pilotes qui étaient sponsorisés par des marques de luxe, des marques de voitures, des marques de montres, mais ils n'étaient pas égéries. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que maintenant, la F1, tous les pilotes, ils sont égéries, ils travaillent avec des marques de mode et de vêtements lifestyle, pas forcément des vêtements de sport, mais même des parfums. Alors, ça reste quand même du luxe et donc ça reste quand même peu accessible. Mais le fait qu'ils utilisent des réseaux sociaux, tu vois, maintenant on voit que Pierre Gasly sort son parfum avec Givenchy, je sais pas, il y a un mois. Charles Leclerc, lui, sort sa marque de glace et il sort des musiques. Ça, c'est une diversification de l'activité des pilotes qui est très récente. Après, vous allez sans doute me dire aussi parce que maintenant tous les sportifs font ça. Et je suis d'accord. Mais la Formule 1, elle revient quand même de loin, genre. C'est pas l'athlé, c'est pas le foot, c'est pas le tennis. La Formule 1, c'est devenu accessible et connu, mais pas les autres sports automoto, par exemple. Enfin, vous voyez, je suis d'accord que maintenant tous les sportifs ils font ça, mais avant de base, la Formule 1 c'était vraiment au même stade de popularité que la moto. Est-ce que vous connaissez des motards, des pilotes moto? Non. Pourtant, vous connaissez Charles Leclerc, Pierre Gasly, Lewis Hamilton et toutes les autres personnes que j'ai pu citer dans cet épisode et que je vais citer dans tout cet épisode. Parce que Lewis Hamilton a donné cette impulsion à la FIA. Et c'est parce que Hamilton, il a commencé à un peu genre désenclaver, populariser la F1, il a préparé le terrain et ensuite la FIA, elle a commencé à ouvrir son esprit. Et donc ensuite, ils ont pu saisir l'opportunité de créer Formula One Drive to Survive qui est disponible sur Netflix. Et là, à partir de ce moment-là où il y a eu cette série, là c'était on fire. Genre depuis 7 ans, là il y a la 7e saison qui est sortie il y a 4 jours ou quelque chose comme ça. Donc depuis 6 ans, je pense, vu que c'est la 7e saison, ça doit faire 6 ans. La F1, c'est un sport tout à fait accessible. Et d'ailleurs, je vous encourage à regarder cette série parce que si vous voulez vous mettre à la F1, parce que c'est hyper intéressant. Moi, j'ai commencé comme ça. Et en fait, c'est la première série docu sportif que j'ai regardée. Et ça m'a fait découvrir en fait le sport après parce que j'ai regardé le tennis. Ah non, je crois que j'ai regardé celle du tennis en premier. Donc c'est la deuxième. Mais ensuite, j'ai regardé le rugby,
j'ai regardé le hockey. Donc vraiment, je vous encourage à découvrir des sports avec ces mini docu-séries Netflix. Elles sont tout le temps très bien réalisées. Et pour celle de la F1, il y en a 7, comme je viens de le dire. Mais franchement, vous n'êtes pas obligé de regarder toutes les saisons. Je vous encourage plutôt à regarder seulement la dernière saison qui est sortie. Donc là, par exemple, si vous voulez suivre la saison 2025 de F1, je vous encourage à regarder la saison 7 de la série. Comme ça, vous savez un petit peu ce qui s'est passé pendant la saison 2024. Vous pouvez commencer un peu à comprendre comment fonctionnent les courses et comment fonctionnent les qualifications, la saison, un peu bah, l'organisation en fait du sport. Et, euh, et voilà, et après vous pourrez commencer à regarder le premier GP ce week-end, quoi. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bow. Hey, ow. Il y a quelques autres points que je veux quand même citer, je vais pas élaborer, mais juste citer sur le fait que Lewis Hamilton, il a vraiment une carrière pop. Parce que genre le gars, il a fait de la musique. C'est le premier pilote de F1 à faire de la vraie musique. Il a fait beaucoup de collabs avec des maisons de luxe, mais surtout, lui, il n'est pas que égérie. Genre, il a fait vraiment des lignes, il a fait des gammes, et il a dit qu'il souhaiterait poursuivre ça quand il prendra sa retraite. Euh, mais à plein temps, et pourquoi pas même devenir créateur ou directeur artistique d'une maison. Donc voilà. Et bien sûr, il a fait du cinéma, puisqu'il a fait les voix off dans Cars 2 et Cars 3. Il joue dans le prochain film de Joseph Kosinski, qui s'appelle F1, avec Brad Pitt, où je crois qu'il joue lui-même. Et bah, il était aussi producteur et présent en tant que consultant dans le film. D'ailleurs, j'ai très hâte de regarder ce film sur la F1. J'espère qu'il va être bien. Parce que flemme qu'il soit nul en fait. Je voulais quand même faire un petit point sur la nouvelle saison de F1 qui arrive. En tout cas, pour Hamilton, bah, je pense qu'il est conscient que la guerre là, qui se prépare pour le titre de champion du monde va être intense. Parce que bah, il y a Red Bull avec Max qui va être là, il y a Mercedes, il y a encore McLaren. Donc même si il a changé d'écurie, que Charles et Lewis, ils sont là, ils sont on fire, c'est genre l'équipe la plus forte du grid. euh, il faut quand même se méfier, mais je pense qu'il reste quand même confiant parce que bah, la Scuderia, donc Ferrari, a quand même pas mal de ressources et il y a vraiment je pense, une bonne ambiance de bienveillance et genre de fun à Ferrari. Genre ça me give ses vibes. Et d'ailleurs, il a dit que le niveau était très élevé et qu'il est content parce qu'il a un excellent coéquipier et tout ça. Donc voilà. En gros, il a saucé tout Ferrari là dans ses dernières interviews de préparation pour la saison 2025. Donc voilà. Et d'ailleurs, il a aussi dit que ce qui l'aimait le plus dans le fait d'intégrer Ferrari, c'était l'état d'esprit qu'il y avait. Euh, il a même dit, il y a de la magie ici. Non, mais je pense qu'il y a vraiment une bonne synergie. Je pense que tout le monde est très motivé. Et en plus, le fait que, bah voilà, maintenant, enfin, ils ont littéralement Charles et Lewis. Tu peux difficilement avoir mieux. Euh, Maintenant, je pense que le mieux, ça serait d'avoir Max et Lewis. Mais en fait, je pense que c'est même pas possible. Parce que d'avoir deux personnes qui sont si fortes dans la même équipe, c'est toxique. Il vaut mieux quand même avoir quelqu'un qui est moins fort. Mais là, quand même, je me demande qui va être le numéro un de Ferrari. Parce qu'en fait, il faut savoir, donc il y a deux pilotes et généralement, il y a un numéro un. T'es un peu, même si tu essayes de pas en avoir un, t'es un peu obligé parce qu'il y a tout le temps un moment donné dans une saison où il va y avoir une course où les deux ils vont être juste à côté et il va falloir que un fasse un sacrifice pour laisser passer l'autre. Parce que sinon, ça met en danger les deux, en fait. S'il n'y a pas de coopération, bah, tu mets en danger les deux. Et donc, le risque pour l'écurie de gagner 0 point. Et du coup, tu es obligé, en fait, d'avoir un numéro un. Et je me demande comment ils vont gérer cette situation parce que, franchement, c'est chaud. Donc voilà, beaucoup à voir dans cette saison 2025. Mais il y a... Bon, et maintenant, parlons un petit peu de tout ce qu'il faut savoir si vous voulez commencer à regarder. En 2025, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2024, la grille pilote-constructeur était la même qu'en 2023. C'est
je crois, la première fois de l'histoire de la Formule 1 où il y avait vraiment copié-collé la même chose. Cette année, par contre, il y a énormément de changements. Déjà, pour vous dire, 2 écuries sur les 10 sont restées intactes. Donc, c'est McLaren et Aston Martin. Mais surtout, les gros changements, c'est que sur les 20 pilotes, il y en a que 6, enfin, il y en a 6 qui sont des rookies, donc c'est leur première année. Ça, c'est énorme parce que je crois qu'il n'y a pas eu autant de nouveaux depuis hyper longtemps. Généralement, il n'y en a que un ou deux. Euh, et encore, bah, ça faisait un petit bail qu'il n'y en avait pas eu en fait. Donc on attend beaucoup de ces rookies parce qu'ils ont, enfin, ils ont pas mal d'expérience et ils ont des très bons résultats en F2, F3, F4. Et on attend à ce qu'il y en ait au moins un qui gagne une course, voire plusieurs d'entre eux. D'ailleurs, c'est très rare qu'il y ait un rookie qui gagne une course pendant sa première année. Je crois que c'est arrivé genre 6 fois. Et c'est encore plus rare qu'il y en ait plusieurs qui gagnent la même année. Genre en dehors de la première année de la F1. Et du coup, bah là, tout le monde a gagné pour la première fois vu qu'ils étaient tous des rookies, vu que c'était la première année. Mais en dehors de ça, je crois que c'est arrivé qu'une fois où il y a eu 2 rookies qui ont gagné une course lors de leur première année. Donc, vous voyez, là, on a une nouvelle génération qui arrive et elle est assez prometteuse, donc c'est trop cool. Donc, parmi tous ces nouveaux, on a un nouveau français. C'est le 3e sur la grille, c'est vraiment énorme. Il s'appelle Isaac Adjar. Et en gros, lui, il va rejoindre la petite écurie de Red Bull, parce que Red Bull a 2 écuries, Red Bull Racing, et une autre qui change toutes les 3 semaines de nom, donc je sais jamais c'est laquelle. Avant, elle s'appelait AlphaTauri, donc je sais pas si elle s'appelle encore comme ça, mais voilà. Il y a aussi Oliver Berman qui est à Haas. Alors, lui, enfin, il a été MVP l'année dernière, donc meilleur pilote d'une course l'année dernière, parce qu'il a remplacé Sainz quand il s'est blessé en Arabie Saoudite. Et bah, genre, il a fait un truc de ouf, il a même remporté des points. Et c'est pas le seul à avoir fait ça. Il y a aussi Lawson qui était en réserve l'année dernière, et lui, il était en réserve à AlphaTauri et il a remplacé Ricciardo en fin de saison. Et Liam Lawson et Oliver Berman, ils ont tous les deux marqué des points, donc étaient dans le top 10 de certaines courses qu'ils ont fait en remplacement. Et ce qui font que dans le classement pilote de l'année 2024, ils sont devant certains titulaires qui ont jamais marqué de points. Donc pour vous dire, ils sont très performants, ils sont très très forts. Et on a aussi Kimi Antonelli qui a rejoint Mercedes pour remplacer Lewis du coup. Et alors lui, c'est vraiment quelqu'un, il a 17 ans et il pourrait peut-être battre le record de Max du plus jeune vainqueur de course si il arrive à gagner l'une des 3 premières courses de la saison. Donc c'est un peu chaud quand même. Mais voilà, il est minuscule, genre trop mimi. Et en plus, sa relation avec Toto Wolff, c'est vraiment Peter Parker avec Tony Stark. Vous voyez ou pas? Genre, c'est vraiment cette vibe. J'adore. J'ai vu ça sur TikTok, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais voilà. Et il y en a 2 autres que je connais pas trop. Il y en a un qui s'appelle Gabriel Bortoleto, qui va à Steak Sober. Je le connais ni d'Adam ni d'Eve, mais apparemment il est fort aussi. Et Jack Doohan qui rejoint Alpine avec Pierre Gasly. Et pareil, je le connais pas du tout. Mais du coup, vous l'aurez compris, les 6, ils rejoignent des équipes différentes. Du coup, ça veut dire qu'il n'y en a que 4 écuries qui vont rester avec des gens expérimentés. Donc, on a dit McLaren et Aston Martin, eux, ils gardent la même équipe que l'année dernière. Et Ferrari va du coup changer d'équipe, mais avec Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Et Williams, il va y avoir Albon qui reste. Et bah, du coup, l'arrivée de Carlos Sainz suite à son départ de Ferrari. Voilà. Du coup, bah, ces 4 écuries, elles ont quand même plus de chances. En tout cas, ils ouvrent grand la porte à Ferrari et à McLaren pour le championnat constructeur. D'ailleurs, pour info, c'est McLaren qui a gagné l'année dernière. Moi, je vais pas me lancer dans des prédictions, mais je pense que c'est Ferrari qui va gagner le championnat constructeur cette année. Franchement, le duo le plus redoutable, pour les 2 duos les plus redoutables, c'est Charles Leclerc, Lewis Hamilton et Piastri, Norris. C'est possible que, voilà, en tout cas, il va y avoir une grosse course entre les 2 écuries. Et pour le championnat pilote, j'ai absolument aucune idée.
Je peux pas faire de prédiction parce que je sais pas, c'est trop compliqué. C'est tellement long une saison. Genre, je sais pas. Mais pour moi, ça va être plus débattu encore que l'année dernière et encore plus qu'en 2023 parce qu'en 2023, vraiment toutes les courses, sauf une, ont été gagnées par Max Verstappen, quoi. Donc, je pense que là, ça va plus être, voilà, il va plus y avoir de jeux. Donc moi, j'ai adoré parce que j'aime pas quand c'est facile, j'aime quand il y a du suspense. Mais en tout cas, je pense que le top 5, ça sera Norris, Piastri, Leclerc, Hamilton et Verstappen. Je prends pas de risque en prenant ça. Et d'ailleurs, si vous commencez la F1 et vous connaissez rien du tout, bah, c'est eux les plus forts. Voilà. Mais je pense que c'est aussi eux les plus connus parce que du coup, c'est les plus forts. Donc c'est eux qu'on voit le plus. Et voilà. Et comme j'ai dit, bah, si vous voulez commencer aussi, la dernière saison de Drive to Survive est sortie. Il faut quand même savoir que même si c'est hyper divertissant à regarder parce que c'est vraiment produit et réalisé pour que ça soit full drama, il y a quand même certaines critiques sur cette série, donc voilà, il faut pas non plus des critiques parce qu'il y a de la manipulation de la chronologie. Et du coup, ça donne des images un peu fausses des gens ou des clashs entre des pilotes qui n'existent pas vraiment en fait. Voilà. Je sais pas encore s'ils vont filmer la saison 2025. Apparemment, Netflix se préparait à filmer la saison 2025, mais il n'y a pas eu d'annonce. Donc, je sais pas s'il va y avoir une saison 8. Et voilà. Et comme j'ai dit plus tôt, il y aura aussi la sortie du film F1 avec Brad Pitt. Donc, Inch'Allah, c'est bien aussi. Sinon, passons aux actus de la semaine. Pour rester dans la F1, on a parlé tout à l'heure de la F1 Academy, qui est la version féminine de la F1. Et il devrait sortir une mini docu-série aussi, donc a priori cette année, car ils ont été suivis et filmés en 2024. Donc normalement, ça devrait sortir cette année. Et bah, je pensais que ça allait être annoncé, bah, genre là pour mars ou pour le mois d'avril, mais il n'y a toujours rien qu'à annoncer. Donc en fait, je vous dis que c'est une actu de la semaine, mais en fait, non, c'est juste une information comme ça. Euh, et du coup, j'ai très hâte parce que je pense que ça va bientôt sortir. Du coup, j'ai hâte d'avoir plus d'infos. Whoa, oh, oh, da-da-dum, ba-da-ba-oo. Hey, eh, Sinon, une annonce qu'on a et une date qu'on a, c'est le documentaire sur Carlos Alcaraz qui va sortir le 23 avril. Et je pense que du coup, ça le suit pendant son année 2024. Donc ça va être trop cool parce que je pense qu'il a eu une année de ouf. Et j'ai très hâte de voir parce que moi, j'adore les documentaires et les docu-séries Netflix de sport. Je trouve qu'elles sont très bien faites, même si, voilà, il y en a qui a un petit peu de manipulation. Mais moi, je trouve que c'est tout le temps très intéressant. Et tant qu'on sait ce qui est vrai ou pas, voilà, c'est le principal. Pour rester dans les annonces, le groupe de production de Alexandra Cooper, Unwell, donc je ne sais pas si vous connaissez. Alexandra Cooper, elle a commencé avec le podcast Caller Daddy, et bah, là encore. Mais elle a aussi lancé son groupe de production Unwell avec son mari. Il y a un an ou deux, je ne sais pas trop. Mais elle a aussi annoncé et lancé beaucoup de nouvelles choses fin 2024 et début 2025, dont une marque de boisson qui est un peu une boisson en mode sport et anti-gueule de bois. Enfin, vous voyez, ça va être beaucoup dans son branding. Et elle vient d'annoncer que cette Unwell Drink, du coup la boisson, sera sponsor de la Ligue féminine de foot féminin. Voilà, Ligue féminine de foot américaine plutôt. Et c'est un big deal en vrai parce que bah, il y a la Coupe du Monde masculine, certes, mais Coupe du Monde qui va se faire en Amérique du Nord en 2026. La Ligue féminine, ce qui est d'ailleurs enfin, la ligue de foot la plus regardée aux États-Unis, parce que le foot, soccer, c'est féminin aux États-Unis, c'est pas vraiment masculin. Du coup, voilà, et c'est l'un des plus grands sports co-féminins d'ailleurs, donc c'est un gros big deal. Moi, je suis hyper impressionnée par Alex Cooper, donc j'envisage d'ailleurs de faire un épisode dédié. Donc c'est pour ça que je rentre pas trop dans les détails. Et si vous comprenez pas tout, eh ben, je vous expliquerai tout lors de cet épisode. Il faudrait juste rester connecté. Et la victoire de la semaine, parlons-en, c'est bien sûr le 15 de France qui a tué l'Irlande. Et
Du coup, on a un très grand espoir de gagner le tournoi destination samedi à 21h. Surtout, allumez vos télés. On va vivre un moment d'anthologie. Le tournoi destination, en tout cas la dernière journée du tournoi destination, c'est tout le temps des si, des si, des si. Parce que comme les matchs, on peut... En fait, c'est pas simplement il faut gagner, il faut perdre, parce qu'il y a les points bonus, il y a la différence de points. Et donc, on a tellement de scénarios possibles pour connaître, etc. Donc, c'est vraiment le tournoi des si, en fait. C'est pas le tournoi destination, c'est le tournoi des si. Mais bon, nous, tout ce qu'il faut retenir, c'est que si on gagne le match, quoi qu'il en coûte, on gagne le tournoi. Peu importe si on a un point bonus ou pas, dans tous les cas, on a un goal average, une différence de points qui est énorme. Donc, sauf si l'Angleterre décide de gagner avec une différence de points de plus de 80, ce qui est impossible de leur part, puisque eux, ils ont l'habitude de seulement gagner avec un point de différence. Voilà. Mais globalement, il faut juste qu'on gagne ce match. Et si on fait un bon match, on a même des chances de battre plusieurs records. Du coup, il y en a 4 qu'on pourrait battre. Donc on pourrait gagner le record si on met plus de 3 essais pendant ce match. On pourrait égaler le record de nombre d'essais dans le tournoi destination, qui a été fait en 2001 par l'Angleterre, qui est de 29. Et ben, si on en met plus, on le battrait carrément, donc ça serait trop bien. Il y a Penaud, qui peut être le seul meilleur marqueur de l'équipe de France, puisque du coup, la semaine dernière, il est devenu à égalité. Du coup, là, il est premier à égalité, mais s'il en remet un, bah, du coup, il sera premier tout court. Il y a bien sûr Louis Bielbiarré, LBB. Enfin, vraiment, il y a des meufs qui rêvent de BBL alors que moi, je rêve de LBB en fait. Vous comprenez ou pas? Lui, il peut égaler, voire battre le record d'essais dans le tournoi. Parce que le record, il est de 8 essais en 1925. C'est-à-dire 100 ans après. 100 ans après le record de l'Écossais Ian Smith, LBB peut battre le record d'essais. Il peut l'égaler, il a un essai près, mais on le connaît. LBB, c'est le roi du doublé. Donc, moi, je ne serais pas étonnée qu'il nous en foute deux, et c'est bon, quoi. Et on a un autre record qui serait Ramos, qui passerait en tête du nombre de points marqués en équipe de France. Et là, il a 6 points du record de Michalak. Donc en vrai, il a juste à faire 3 transformations. Donc la transformation de Penaud, les deux transformations des essais de LBB. Et si on fait ça, si on met 3 essais, si on met 3 essais, on bat le record du nombre d'essais dans le tournoi. Et si les 3 essais, c'est 1 de Penaud, 2 de LBB, avec une transformation réussie de Ramos, là, on pète ou on égalise tous les scores. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Scénario idéal. Purée. Et on va terminer avec un petit peu de tea, un petit peu de potin. Harry Styles, qui est, vous savez, mon idole de toujours. Et bien sûr, en mode hibernation depuis très longtemps, puisqu'il a fini sa tournée fin 2023, et donc ça fait 1 an et demi qu'on ne l'a pas vu. On l'aperçoit dans la rue, en Italie, en train de faire du vélo, on l'aperçoit en marathon, et récemment, on l'a aperçu à un concert d'une de mes stars préférées qui me permettent de combler le vide qu'il laisse dans ma vie, qui est Sabrina Carpenter, qui est en tournée européenne, et elle était à Londres, et il a été aperçu à son concert. Et donc il n'y a rien qui me ravit plus que de savoir que Harry Styles a vu Sabrina Carpenter chanter Juno en live. Have you ever tried this one?